Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept, 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène, et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de vous indiquer si la série au programme mérite d'être poursuivie au-delà de l'épisode d'ouverture. À mes côtés, 2 personnes. Le premier, vous avez pu l'entendre commenter ici, entre autres, la série Madame est servie. Salut Franck. Salut Junior. Est-ce que tu vas bien ? Bah écoute, oui, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'une série que je n'avais jamais vue. Oui, ça fait du bien de changer un peu, on va pas faire que des gros hits tout le temps. C'est ça. La seconde personne, vous avez pu l'entendre commenter ici la série Gossip Girl. Salut Jérémy. Salut Junior. Tu vas bien ? Oui, super. Bon, parfait, il est au taquet. Justement, ça change un peu, on sort de nos sentiers battus et on prend la direction du 19 avril 2019, date à laquelle débarquait sur la plateforme américaine Hulu la série Ramy, une création de Ramy Youssef, 3 saisons et 30 épisodes au total. La série s'est achevée en 2022, en septembre 2022. En France, Ramy est actuellement disponible sur Canal VOD. Pour vous donner un premier aperçu de cette fiction, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. This Ramadan, I really want to do it the right way, man. It's been a weird year, and I feel like if I can just do this the right way, I can figure my shit out. I'm not gonna look at porn, nothing. I just want to commit. No porn. This guy says no porn. It's gonna be tough. No way. Impossible. I'm going out. Does anyone even care where Ramy goes? You guys never ask him where he is. He just told me he's going out. Yeah, that's what I just said. He literally gave you no information. Yeah, I'm gonna go. Love you, Mom. Love you, Habibi. I want to know who I am. I want to explore. You're like the kids in Egypt. They throw down the government. Big revolution. Then what? No plan. I don't know what I'm doing, man. I look at my parents and how strong they are and how they just know everything's gonna be okay because they have God. Avant de rentrer de plein pied dans le pilote, une question simple que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette série ? Et j'aimerais bien savoir ce que vous connaissiez de la série Ramy avant qu'on attaque le résumé. Jérémy, très vite. J'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment toi qui me l'as fait découvrir, par hasard, du coup. Et même le comédien Ramy Youssef, j'avais jamais entendu parler de lui. J'ai vu une fois un TikTok de lui avec Elmo, la marionnette. Il avait l'air fort sympathique. Mais c'est tout. Elmo est trop drôle. C'est Sesame Street aux États-Unis, c'est à mourir de rire. C'est pour les gamins en fait, mais ça marche très bien auprès des adultes également. Franck, est-ce que tu connaissais Ramy, toi, avant qu'on fasse cette émission ? Tout comme Jérémy, pas du tout. Et donc, on en discutait tout à l'heure, j'avais découvert Ramy Youssef dans Pauvre créature. Le film de Yorgos Lanthimos, mais franchement il m'a pas marqué plus que ça. Et donc voilà, pareil, une découverte, et comme tu l'as dit au début, c'est aussi plaisant de temps en temps de nous permettre de découvrir de nouvelles séries, donc tant mieux. Ah mais oui, t'as raison Franck, c'est lui. Parce que j'ai vu aussi le film. Ah ouais, c'est celui qui tombe amoureux de Bella, incarnée par Emma Stone. Exactement. J'avais complètement oublié que je l'avais vu là-dedans aussi. C'est une espèce d'assistant de Willem Dafoe dans le film. Donc Ramy Youssef, pour la petite histoire, il est humoriste et acteur d'origine égyptienne, né en 1991 à New York. Voilà, pour que vous situiez un peu. Il y a des spectacles que vous pouvez trouver de cet humoriste sur la plateforme HBO Max en France. Alors Jérémy, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de la série Ramy ? De quoi ça parle, s'il te plaît ? Ramy, c'est une sitcom qui suit un musulman américain de 2e génération en plein cheminement spirituel dans son quartier du New Jersey, qui est assez divisé politiquement. Et la série explore les défis induits par le fait d'être pris entre une communauté égyptienne qui pense que la vie est un test moral et une génération qui pense que la vie n'a aucune conséquence. Rien que ça, oui, en effet, il y a tout ce côté frivole d'être dans la vingtaine, d'avoir une certaine libido, d'avoir envie de vivre comme n'importe quel Américain, mais il va se confronter finalement à cet équilibre à trouver entre sa vie et ses croyances en fait. Et c'est ça qui va être super intéressant à observer.
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour qu'on étudie en long, en large et en travers ce pilote ? C'est parti. Le pilote de Rami a pour titre « Entre les orteils ». C'est important, retenez bien ça. Le pilote s'ouvre sur une discussion entre une mère et son fils adulte, le fils. C'est Rami Youssef, Rami Hassan dans la série. La mère, c'est Iham Abbas, qu'on a pu voir dans quelle série récente et culte, les amis ? Dans Succession, non ? Oui, c'est bien ça. Elle jouait le rôle de Marcia Roy. Tous les deux, Rami et sa mère, sont dans une voiture et au fil de la discussion, on apprend que la maman dépose son fils devant la mosquée. Elle hallucine que Ahmed, un des amis de son fils, se marie déjà avant même son propre garçon, c'est la honte. Elle aimerait que son fils arrive à pécho dans la mosquée, mais Rami hallucine et ne se voit absolument pas aller aborder une fille musulmane dans un lieu où les gens viennent en famille, maman. Sa mère lui dit « Pourquoi tu le ferais pas, dis donc ?» Rami veut fuir la conversation pour ne pas être en retard, mais il se prend une réflexion classique dont seuls les parents le secret. Mais mon fils, tu vas pas rester seul toute ta vie. Rami se défend et fait la différence entre le fait d'être célibataire et le fait qu'il va rester seul. Et puis maman, j'ai le droit de me chercher un peu dans ma vie, bordel. La maman, elle, réclame un bisou sur la joue avant que son fils ne s'en aille et il s'exécute. J'aimerais bien vous entendre sur cet intro qui est finalement très minimaliste. Est-ce que vous avez réussi, vous, à en extirper beaucoup de choses, Franck ? Alors, sur le moment, pas vraiment. Et puis là, du coup, en y repensant, enfin, en ayant préparé après l'émission, je trouve qu'on y retrouve déjà, en fait, sur cette première petite partie, tout le questionnement qui aura lieu, en tout cas, alors dans le premier épisode, parce que je ne suis pas allé plus loin pour l'instant que le premier épisode de cette série, mais qui reprend le synopsis que nous a présenté Jérémy, sur le questionnement entre la communauté musulmane et la vie au XXIe siècle. Juste symbolisé par sa mère, qui représente les traditions, et lui qui a envie de vivre une vie d'Américain dans la trentaine moyen. Jérémy ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette scène. Ça pose vraiment les bases. Je vois tout de suite quel genre de personnage est Rami, sa mère, enfin le coup de la daronne qui pense qu'on peut rencontrer vraiment l'amour partout, et t'as Rami qui est là, mais attends, là c'est une mosquée, c'est pour prier, c'est pour une introspection, c'est pas fait pour draguer et pécho, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Tout de suite, ça te met dans le bain sur vraiment, comme l'a dit Franck, tout le sujet de la série. J'ai eu peur que sa mère lui dise « Mais il suffit de traverser la rue, mon garçon, tu vas trouver une fille. » J'avais peur qu'elle lui sorte ça, mais... C'est presque ça, hein. Il suffit juste de traverser la mosquée et c'est bon. Hein. Pour elle, il n'y a pas besoin de plus que ça. J'ai noté que c'est une scène classique, mais qui pose parfaitement les bases concernant chaque personnage, où ils en sont dans leur vie. Lui, il est célibataire. Elle, la maman évidemment, est mariée, désespère que son fils trouve quelqu'un. Lui, il est plutôt détente sur le sujet. Il n'a pas envie de se presser pour l'instant dans ce pilote. C'est ça qui est assez frappant à observer. I don't understand. Why is he getting married before you? Okay, I gotta go. Hey, maybe you can find a girl in there. I'm not gonna flirt with girls at the mosque. Why not? The girls in there are high quality. The mosque is for praying, it's not for picking people up. And it's like a bunch of families too, and you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. Like, what am I supposed to say? Like, hey, can I get your father's number? Yes, why not? I gotta go, I'm gonna be late. Ya Allah. Rami, do you want to stay alone forever? No, Mom, I don't. Just because I'm not with someone doesn't mean I'm gonna be alone forever, okay? I'm just figuring it out, okay? Je vous invite à prendre la direction de l'intérieur de la mosquée. En arrivant, Rami doit retirer ses chaussures. Pas de place dans les casiers, pas grave, il retire une paire au hasard et met les siennes à la place. Ensuite, forcément, il doit se purifier. Et il y a une très longue queue. Les gens qui ont accès au robinet ont l'air de prendre leur temps. Donc, Rami décide d'aller se purifier dans une autre salle vide, qui a l'air potentiellement en travaux. Il essaye de se nettoyer vitesse grand V, un coup d'eau sur le visage, quelques gouttes dans les oreilles. On mouille vite fait les pieds avec ses chaussettes toujours enfilées, et c'est y part. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il y a un homme plus âgé qui l'a vu et qui lui demande s'il veut vivre une vie péchée ou une vie halal. Sous-entendu, une vie permise, saine. Rami, qui est tout paniqué, il lui répond halal. Et l'homme, du coup, lui répond juste que il s'y prend très mal. Et là, il lui fait « On est destiné à se rencontrer, moi je vais t'apprendre la vie ». Du coup, il lui explique qu'avant de prier, il faut se laver correctement, que s'il veut parler avec Dieu et si tu veux lui demander d'exaucer tes prières, il faut être propre. Il faut vraiment se nettoyer jusqu'au niveau de tes orteils parce que Dieu, il sait que ton cœur, il est propre ou pas.
Ce que Rami ne comprend pas du tout, lui, il a l'eau courante chez lui, il a pris une douche, c'est bon, ça suffit. Du coup, en fait, Agi lui laisse pas le choix. Il lui explique que la crasse peut remonter jusqu'à son cœur et il lui retire lui-même ses chaussettes pour lui laver les pieds. Et ensuite, on a un cut, une très courte scène où, pendant la prière, Rami regarde ses pieds. On sait pas ce qui se passe, mais moi j'ai l'impression qu'il se demande si le diable essaye pas de passer entre ses orteils. D'ailleurs, il y a juste son gros orteil qui dépasse de sa chaussette. Tu remarqueras que dans cette scène, la plupart des gens autour de lui ont des tenues plus traditionnelles, alors que lui, il est là, casquette à l'envers, avec une espèce de veste de survêt, plus à la cool. Et en effet, le diable s'en chargera, sale petit merdeux, si tu frottes pas bien entre les orteils. Donc c'est vraiment ça qui s'est pris dans la gueule de la part de ce monsieur plus âgé. Vous êtes au taquet sur les noms, j'ai pas su trouver le nom de ce monsieur. T'as dit comment il s'appelle ? Ouais, alors je l'ai pas dit, mais il s'appelle Hadji. Et je sais plus quand, je crois que c'est dit, mais je sais pas si c'est dit dans cette scène ou si c'est plus tard. En tout cas, ils se connaissent. Ils se sont déjà croisés, je pense, dans la mosquée ou quoi que ce soit. Et voilà. Peut-être qu'ils se recroiseront. On ne sait pas. Tu crois que c'est une préparation paiement ? Je ne sais pas. Peut-être. Attendons la fin de cet épisode pour savoir. Gros suspense. Oui, voilà. Du coup, sur cette scène, oui, donc c'est là d'où on tire le titre, hein, entre les orteils. Voilà pourquoi cet épisode s'appelle comme ça. Et du coup, encore une fois, on voit le paradoxe de Rami, où il vient dans la mosquée, il vient de dire à sa mère, la mosquée est un lieu saint, on peut pas draguer là, et c'est important. Il va un peu vite quand même sur son nettoyage, il en a rien à faire des chaussures des autres, il veut mettre ses chaussures dans son casier, alors qu'il pourrait les poser par terre comme tout le monde, voilà. Et il veut passer devant tout le monde, voilà, c'est un jeune trentenaire, donc il veut aller plus vite que tout le monde, il veut faire les choses, mais à sa manière. Hadji lui montre qu'en fait, il y a une manière dont on attend qu'il la fasse comme ça, et s'il le fait pas comme ça, il sera dans une vie de péché, et pas une vie halal. Il le fait à moitié, il le fait mal en plus, c'est ça qui est pointé du doigt, et c'est comme si son implication était finalement pas au maximum de sa capacité, quoi. Je trouvais ça vraiment plutôt drôle et ludique, quoi. C'est assez improbable, parce qu'on part du principe que chaque fidèle qui se rend dans une mosquée, chaque pratiquant, chaque croyant, fait les choses bien, quoi, par respect vis-à-vis de leur pratique et de leur religion, vis-à-vis de Dieu. Mais non, lui, parce qu'il est encore jeune encore et en construction, il est un peu moins à cheval sur les règles. On se stoppe là, car le générique se lance dans la foulée. C'est vraiment un micro-générique. Vous savez quoi, je l'avais même zappé de mes notes. C'est pour vous dire à quel point c'était pas forcément ancré dans ma mémoire. Alors je vous préviens, au niveau des chapitres dans cet épisode, les amis, vous allez peut-être remarquer quelque chose. Je sais pas, je dis ça comme ça. Premier chapitre que j'ai baptisé « Un vendredi béni ». Alors, du coup, là, on retrouve Rami en discussion avec 3 de ses amis ou cousins, enfin, on ne sait pas tout à fait, durant une union, un mariage, donc sûrement l'union dont a parlé sa mère un petit peu plus tôt. Et donc, ils sont en train de discuter, et notamment de l'avenir de Rami. A priori, c'est un sujet de conversation universel dans cette série. Que va devenir le pauvre Rami. Donc, il discute avec ces 2 gars, et qui l'incitent à trouver le plus rapidement possible une femme, et surtout une femme bonne. C'est ça qui est important, c'est qu'elle doit être bonne. Et donc eux parlent de leur femme en disant que elles sont très jolies, etc. Et sachant que on va voir après une des femmes qui est juste à côté, une des femmes des 2 gars qui est juste à côté, et qui valide cette idée-là. Et en mettant aussi en avant que ils ont une vision des femmes non musulmanes, c'est-à-dire des femmes blanches, qui se baladent souvent nues et à des heures non convenables. Donc, parce qu'a priori, il y a des heures convenables pour être à poil. Et donc, du coup, Rami leur rétorque qu'il a un date avec Chloé, qu'on découvrira peut-être un peu plus tard, encore un petit suspense dans cette série. Et donc, comme ils voient quand même que c'est pas une bonne idée pour eux d'avoir un date avec une femme blanche, il lui conseille de demander de l'aide à ses parents, parce que les parents, ils savent comment trouver des femmes bonnes. Et la femme, du coup, d'un de ses collègues, valide cette théorie, qu'il faut aider, voilà. Surtout avant qu'il perde ses cheveux. C'est important de faire ça avant qu'il perde ses cheveux. Donc, ils ont il y a des prérogatives importantes. Il faut trouver une femme bonne avant de perdre ses cheveux.
Les bouclettes, ça suffira pas à tout dissimuler, hein, clairement. Ça va tenir un temps, mais ça va vite tomber comme... et va plus ressembler à son père qu'autre chose. Je tiens à préciser que si Franck utilise ce champ lexical-là, c'est parce que c'est celui-là qui est utilisé. Il parle de bonne en français, même de bonasse. Il faut qu'elle soit bonasse. Et ils n'arrêtent pas de le répéter, ils insistent là-dessus, parce que des femmes canons, ça court pas les rues. C'est vraiment leur terme à eux, je tiens à le préciser. Oui, merci de cette précision. Mais quand même, ils veulent une femme bonasse, mais ils mettent aussi énormément l'accent sur le fait que ce soit une fille de la communauté, qui soit du coup musulmane, potentiellement de la communauté égyptienne, et que s'il attend trop, il va se retrouver peut-être avec quelqu'un qui est toujours de la communauté, mais qui habiterait dans un autre état, et que ce serait complètement ridicule, quoi. Et vous remarquez, l'énumération des préjugés, ça va dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que la série nous met aussi, nous, face aux préjugés qu'on peut avoir sur la communauté musulmane, mais à l'inverse, dans la communauté musulmane égyptienne, ici en l'occurrence, on peut avoir des préjugés sur les blancs. Donc c'est assez intéressant aussi à observer. La dernière réplique est vraiment très drôle. C'est du coup un des amis de Rami qui, comme t'as dit Franck, lui dit non mais laisse tes parents gérer. Eux ils vont te trouver une femme. Regarde moi c'est ce que j'ai fait et je suis marié avec une femme canon que j'aime, etc. Et vraiment sa réplique est géniale. Elle est trop canon. Merci maman. Moi, j'ai explosé de rire. Mais C'était vraiment. C'est très drôle de voir des hommes avoir des attentes aussi hautes tout en étant dépendants de leur mère pour trouver une compagne. Je trouve ça intéressant ce que la scène raconte, parce que on pourrait tout à fait comprendre leur argument que c'est plus simple de choisir une compagne ou un compagnon qui partage ton histoire, ta culture, tes traditions, parce que ça crée moins de compromis, mais leur argumentaire il est juste tout pourri et même un peu sexiste, quoi. Pour eux il existe vraiment que deux types de femmes. Il y a l'épouse respectable qui peut être que de leur communauté et pour être poli une travailleuse du sexe qui représente toutes les autres, et c'est d'autant plus sexiste que pour leur épouse ils espèrent qu'elle suive vraiment ce double standard d'être à la fois digne d'être la mère de leurs enfants et en même temps d'être une bonasse. C'est ça. Je l'ai noté, que ses amis étaient machistes. J'ai noté aussi que cette scène reste quand même malgré tout marrante, crue et pas totalement irrespectueuse, parce qu'il y a la dose d'humour, juste ce qu'il faut pour rehausser un peu quelque chose qui pourrait être offensant en fait. Ce qui est fou, c'est que la femme d'un des gars, là, elle valide le truc, quoi. Elle leur dit, en fait, oui, il faut que tu trouves une femme bonne et que tu te dépêches, tu demandes à tes parents pour trouver une femme bonne. Enfin... C'est pas vraiment qu'elle valide une femme bonne, elle valide le fait de sortir avec quelqu'un de leur communauté. Pas forcément qu'elle soit bonne. Même si je pense qu'elle est quand même contente que son mari dise qu'elle est canon. Ça lui fait plaisir. Chapitre suivant. Ta semence, tu recueilleras. Ce titre. Ok, attends, faut que je me remette de ce avec titre. ça. Cut au lit entre Rami et Chloé, qui est sa copine, qui, de ce qu'on comprend, sont peut-être ensemble depuis quelques temps quand même. Ils couchent ensemble et immédiatement après, Rami n'arrive pas à dormir. Il va dans la salle de bain, il récupère sa capote qu'il vient d'utiliser pour vérifier si elle n'était pas trouée. Chloé le regarde, finalement Chloé le regarde complètement médusé. Non seulement c'est grave chelou, mais c'est aussi débile puisque elle prend la pilule. Puis ce qu'elle lui dit, c'est que c'est deux adultes responsables, quoi. Si jamais toutes les contraceptions avaient échoué, il prendrait la décision la plus responsable. Et oui, c'est vrai. Pour Rami, qui est totalement pro-choix, oui, bien sûr. Mais en tant que musulman, il aimerait être sûr qu'il n'en arrive jamais à exercer cette possibilité d'avorter. Et c'est ce moment-là que Chloé réalise que Rami est un musulman pratiquant, contrairement à elle, qui elle est juive, mais pas forcément pratiquante, plus juste de culture. Et la scène est assez drôle parce que Chloé était persuadée qu'il buvait de l'alcool, ce qui était jamais le cas. Quand ils vont dans un bar, Rami peut offrir de l'alcool, mais lui il tourne seulement toujours au coca. Et il y a même une réplique où à un moment elle lui a demandé s'il voulait un autre verre et Rami lui répond « je suis à ma limite », ce qui est techniquement pas un mensonge puisque sa limite est 0. En gros ils ont une dispute parce que Rami lui a rien dit. Parce que par le passé il était sorti avec des filles qui avaient l'air ouvertes d'esprit et que en découvrant qu'il était musulman pratiquant, finalement ça passait pas. Et pour Chloé ça a pas d'importance. Ce qui est vraiment embêtant pour elle, c'est qu'il lui a menti dès le départ de leur relation. Rami sur ce coup-là est un gros con, quoi. Mais on va y revenir. Franck. Oui, effectivement, on voit que c'est un gros con, mais avec quand même une scène. Enfin, le début de la scène est surréaliste sur le mec qui reprend sa capote et qui teste pour voir, qui remet de l'eau dedans. Enfin, pour voir si elle est pas trouée. Enfin, c'est surréaliste comme scène, quoi. Il essaye de faire ça toute discrétion. Et elle qui arrive et qui lui demande ce qui se passe et il essaye de se justifier du truc.
c'est fou. Enfin, la scène est surréaliste, quoi. Justement, c'est ça qui est drôle, Jérémy. Ouais, moi je trouve assez drôle ce double standard de Rami qui peut n'avoir aucun scrupule à coucher hors mariage, mais qui reste quand même très attaché à certains autres principes, comme l'avortement, comme le fait de pas boire d'alcool. Alors ça peut sembler un peu hypocrite, et on va pas se mentir, Rami l'est un peu, en tout cas son personnage. Mais au fond, je trouve ça assez réaliste parce que en général, quand on pratique une religion qui a beaucoup de règles et beaucoup de principes, on pourrait penser qu'on doit respecter tout sur le même pied d'égalité. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Souvent, il y a pas mal de gens, ils vivent avec ce genre de contradiction où certaines règles sont plus faciles à suivre pour certains que pour d'autres. Et là, on le voit pour Rami, quoi. Bon, après, voilà, il choisit les trucs quand même sympas, quoi. De coucher, ça va. Lui, ça va. Il peut le faire. Boire de l'alcool, il s'en fout, c'est pas grave. Mais par contre, faut quand même faire attention à pas provoquer d'avortement, quoi. C'est assez drôle. Mais oui, il y a tout ce paradoxe et il m'agace un peu dans cette scène parce que on sent que il n'a pas pleinement envie d'être en couple puisque les bagages que l'on transporte de par ses relations précédentes, il faut savoir les mettre derrière soi en fait. Et s'il se sent bien avec Chloé, lui accorder de la confiance et de lui dire cette femme-là, elle va m'accepter telle que je suis. Et c'est ça qui est détestable dans cette scène, c'est que elle lui répond mais je m'en fous de ta religion, ce que je supporte pas c'est que tu m'aies prise pour une conne. Et j'ai bien aimé ce sentiment de vérité qui émane de cette scène-là et qui à mon avis il a dû le vivre ça. Ouais, c'est possible. Après, il y a aussi la question, si on essaye de prendre sa défense, que je ne vais pas faire, dans cette scène en tout cas, mais on pourrait aussi se demander, est-ce que cette relation aurait commencé s'il avait été honnête dès le départ ? C'est un peu, je pense, qu'aussi ce qu'il essaye d'impliciter dans cette scène, mais on n'aura jamais la réponse, et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est sa crainte, en fait, c'est ce qu'il dit. En fait, que si elle avait su qu'il était musulman pratiquant, elle n'aurait pas forcément voulu le connaître plus que ça, quoi. Ou en tout cas coucher avec lui. Ce soir, je t'ai dit, tu veux un autre verre de vin? Et tu m'as dit, non, j'ai atteint ma limite. Ouais, j'avais atteint ma limite, et ma limite, en fait, c'est rien. Parce que je suis musulman. Oh, ok, alors tu fais boire les filles, et toi, tu restes sobre pour pouvoir coucher avec. Quoi ? Ça fait de toi un violeur, on dirait bien. Mais non, mais pas du tout, je suis pas un violeur, c'est pas du tout du viol, bien au contraire. Moi, j'élimine l'alcool de la situation. Je suis comme un capitaine de soirée. J'essaye d'être bienveillant, tu vois. Alors pourquoi tu m'as caché que t'étais pratiquant? Écoute, Chloé, tu vois, je suis tombé sur des filles qui avaient l'air ouvertes d'esprit, et en fait, elles l'étaient pas. Et tu crois que je suis comme ça? Non, simplement, je me disais que tu serais peut-être d'accord avec le fait que moi je sois culturellement différent, mais que tu détesterais apprendre que je crois en Dieu. Je m'en fous que tu sois musulman. Mais que tu m'aies menti, ça passe pas. Je vous invite à prendre la direction de la ville de Jersey, dans l'état du New Jersey. Scène très courte, on y voit Rami à l'arrière d'un taxi qui l'amène dans cette ville. Il rentre chez lui, on le retrouve au lit, puis en train de faire sa toilette, puis de poser le tapis de prière juste au pied de son lit et de procéder à une prière. On montre quelque part ici sa routine religieuse, ses repères à lui, ses habitudes, son quotidien. Je ne sais pas si vous avez une chose à ajouter, messieurs. Moi, j'ai trouvé très jolie cette scène. Oui, j'adore le lit musical qui habille derrière cette scène. C'est mélancolique, tu sens que sa relation est peut-être terminée, mais il essaye de s'accrocher à une sorte de routine. Oui, c'est très sympa. Il y a quelque chose d'un peu plus apaisé dans cette scène-là. Chapitre suivant. Le voile, tu ne dénigreras pas. On est au boulot de Rami et on le voit assis à côté d'un collègue. Je vais vous décrire un peu plus ce collègue pour que vous sachiez en fait à quoi il ressemble physiquement, surtout si vous n'avez pas vu le pilote. Je pars du principe que vous n'avez pas vu la série. Le but n'est pas d'être offensant. Je précise, il est en situation de handicap, ce collègue. Il est en fauteuil et pour ceux qui ont peut-être la ref, il rappelle un peu physiquement le regretté Guillaume Batz, l'humoriste. Ça vous parle, messieurs ? Tout à fait. Ouais. On retrouve Rami qui navigue sur le Tinder Muslim, l'appli de rencontre destinée à mettre en relation des musulmans. Le collègue remarque que Rami zappe toutes les filles qui ont le voile. Son collègue traite Rami de gros raciste de merde et ça part en débat en mode j'aime pas les filles qui ont un foulard, c'est tout, il n'y a rien de raciste là-dedans. Pour Rami, le collègue lui trouve que plus les femmes sont couvertes, plus c'est sexy. On apprend que Rami n'est jamais sorti avec une femme musulmane. Son collègue insiste en mode mais t'es qu'un putain de gros raciste. Et franchement j'étais mort de rire. Et Rami est sur le point de swiper encore à gauche une femme voilée, mais son collègue dit « T'es vraiment qu'un connard superficiel, allez, fais pas chier et swipe à droite, bordel !» Voilà, j'aimerais bien vous entendre sur cette scène. Est-ce que vous avez esquissé un sourire ? Est-ce que vous étiez médusé ? J'aimerais bien savoir quel sentiment vous parcourez à ce moment-là. Jérémy ?
Moi, j'ai trouvé très rigolo cette scène. Son ami, comment il s'appelle, c'est Stevie, il est très très drôle. Parce qu'en vrai, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est raciste ? Et je pense qu'il y a une part de racisme internalisé chez Rami, que lui ne soit pas perçu comme une personne musulmane. Je pense que c'est aussi une question juste de valeur, parce que je pense que pour Rami, lui, sortir avec une femme qui porte un voile, ce serait peut-être trop strict ou trop religieux à son goût, donc il sait d'avance que ça matcherait pas. Pareil encore, tu vois, c'est une scène où il y a deux possibilités, deux voies possibles, et la série ne répond pas, et ça me va très bien, les deux sont possibles, quoi. Après, n'oublions pas qu'il est le fruit d'une génération, il est né au début des années 90 aussi, hein. Donc Ouais, peut-être qu'il veut s'émanciper aussi des modèles des parents, des grands-parents. Oui, pardon, Jérémy. Oui, non, c'est ça. Faut pas oublier que quand il devait avoir, je pense, une dizaine d'années, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, qui a provoqué énormément d'islamophobie aux États-Unis, donc il s'est pris ça aussi en pleine tête. Et en plus, il vient de New York, donc ça a dû vraiment être dans sa chair. Donc clairement, dans tout le personnage de Rami, on voit quelqu'un qui vraiment veut s'ancrer dans sa culture, qui veut essayer de se rattacher spirituellement à sa culture et qui en même temps fait tout pour s'en détacher ou pour ne pas être rattaché à ça. Ce que tu viens d'évoquer, Jérémy, ça me fait penser à un épisode, je suis pas allé jusque là-bas, jusqu'à la saison 3 en fait, où justement il y a un épisode flashback où tu vois Rami gamin, comme il est racisé, comme il est typé. Il y a des enfants de son âge, on est très dur quand on est entre gosses, à 10 ans, qui lui demandent mais est-ce que t'es un terroriste ? Est-ce que ta famille c'est un terroriste ? Il raconte justement ça, le fait de s'être pris ça dans la gueule gamin à travers un flashback et visiblement un épisode très émouvant. J'ai juste entendu les extraits audio et c'était assez bien foutu. Voilà, c'était juste pour prolonger ce que tu évoquais, Jérémy. Ah bah ça m'étonne Franck ? C'est encore une scène effectivement qui montre la dualité de ce qu'il peut avoir dans les réflexions de Rami. Parce que ce que j'aime aussi, c'est que du coup, comme tu l'as dit, son collègue de boulot est en situation de handicap et en fait, ça n'est absolument pas fait mention dans la scène. Il n'y a aucun truc. Pourtant, il a quand même un handicap qui est assez lourd, mais il est présenté comme ça devrait être présenté toutes les personnes en situation de handicap, comme son collègue classique et avec en plus. Qui le traite de raciste. Donc ça j'aime bien cette idée-là. Après, je sais pas si ça va être continué dans la série, comme quoi vraiment c'est pas fait mention, mais j'aime bien ça. Et après, oui, ça, en fait, encore une fois, ça, comme vous l'avez dit, ça pose la question de est-ce que lui peut être raciste par rapport à d'autres musulmans alors que lui l'est, et qu'est-ce que ça veut dire de lui qui veut pas de femmes voilées. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même le traiter de raciste à cause de ça ? Ou est-ce que c'est un vrai goût ? Est-ce qu'il s'en sert pour se cacher, parce qu'il veut cacher sa religion ? Alors ça, on sait qu'il veut la cacher, puisqu'on l'a vu dans la scène précédente. Donc ça ouvre encore des portes sur les réflexions de Rami. Mais j'ai l'impression qu'un peu l'enchaînement de toutes ces scènes sont des questionnements de Rami. Exactement, des espèces de conflits intérieurs comme ça. Est-ce qu'on est dans la préférence ou dans le racisme ? Vraiment, c'est ce combat-là intérieur qui est assez intéressant à observer. Surtout qu'en plus, dans cette scène, vraiment, il dit que Rami n'est jamais sorti avec une autre fille musulmane. Et je trouve aussi, ça fait aussi une petite critique de ces hommes qui se voient pas forcément date avec une femme de la même culture ou de la même origine qu'eux. On en reparlera plus tard. Mais il y a un peu cette idée que si tu couches avec une personne de la même culture ou origine que toi, c'est comme si tu couchais avec ta mère ou ta sœur. Et enfin, je sais pas si c'est le cas de Rami, et je crois que l'épisode en tout cas répondra pas à cette question, mais pareil, ça joue dans toutes ces questions, dans tout ce qu'est le personnage. Et juste pour Franck, qui n'a pas forcément continué la série, mais dans l'épisode 2, le collègue en situation de handicap, ça a une importance dans le pré-générique de l'épisode 2. Voilà. Pour vous, amis auditrices et auditeurs qui nous écoutez, il y a une scène assez drôle et gênante, très gênante. Vraiment, regardez l'épisode 2, vous verrez. Mais c'est quand même très drôle. Chapitre suivant. À tes parents, de l'aide, tu demanderas. C'est déjà plus facile pour enchaîner là-dessus. Le pire est à venir. Donc, on retrouve Rami et sa famille. Là, on retrouve sa mère, plus son père et sa jeune sœur Dina. Donc, ils sont à un repas de famille où, du coup, Rami évoque le fait que le mariage auquel ils ont assisté l'a touché et l'a fait réfléchir. Voilà, et qu'il voudrait... qui se sent prêt à rencontrer quelqu'un. Et sur ce, ça met en colère instantanément sa jeune sœur. Alors au début, on ne comprend pas forcément pourquoi, puis après, elle explique le contexte. Parce que si lui se marie et qu'il se rapproche de quelqu'un et qu'il se marie, la personne suivante, ça va être elle.
Et pour l'instant, elle est tranquille tant que lui n'est pas casé. Ses parents vont pas venir la chercher, elle, pour l'embêter. Donc du coup, elle lui en veut beaucoup. Surtout, elle lui en veut en fait elle lui dit en fait, si tu veux remplir ton vide intérieur avec une femme, mais au passage, tu me gâches la vie. Et donc elle part de la table familiale comme ça en étant très énervée, donc de manière quand même très égoïste. Et donc la discussion continue entre Rami et ses parents et qui demande là officiellement de l'aide à ses parents pour trouver une femme. Et son père lui dit que être avec une femme musulmane, c'est très sérieux. Il faut pas prendre ça à la légère. Et sa mère lui dit du coup, voilà, j'ai des idées. Il faut te trouver quelqu'un rapidement avant que tu ne te dégarnisses comme ton père. Il y a un vrai problème capillaire a priori chez les musulmans. Le temps presse. J'aimerais bien t'entendre, Franck, là-dessus. Ce que tu as ressenti en voyant cette scène, est-ce que tu t'es senti, toi, bien avec cette famille-là, ou tu t'es dit, putain, j'ai juste envie de sortir de table un peu comme Rami? Alors, je n'ai pas de problème capillaire, donc du coup, tout va bien. On fait du podcast, il peut dire tout ce qu'il veut, en fait, on peut pas vérifier. Hein. En plus, j'ai même pas de caméra aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas voir si je suis... mais j'enverrai un montage de moi avec des cheveux. Parce que j'ai vraiment des cheveux. Enfin bon, je m'égare. Du coup... non. Le mystère s'épaissit. C'est ça. Voilà, comme mes cheveux. Du coup, non, c'est très désagréable comme... autant que Rami, du coup, ça il se pose des questions, il se dit, je suis prêt. Alors, on ne sait pas si, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant, est-ce qu'il est prêt ou est-ce que, du coup, la pression sociale de ses potes, de la fin de son couple, enfin, ou de son pseudo-couple avec Chloé, est-ce que ça l'incite à demander de l'aide à ses parents? Est-ce que c'est un vrai choix, finalement, ou plus des conséquences des deux scènes précédentes? Voilà. Par contre, après, la réaction de sa sœur, du coup, pareil, interroge, en disant, en fait... là, moi aussi, je suis tranquille, on vient pas me chercher, parce que je suis plus ou moins protégé, en fait, par le fait que, dans l'ordre de la lignée, d'abord, on va s'intéresser à toi, parce que t'es le plus vieux. Est-ce que c'est parce que t'es le garçon en premier? Ça, j'ai pas spécialement... C'est l'aîné. Voilà, c'est juste parce que c'est l'aîné. Et donc, après, on va s'intéresser à moi, mais dès que toi, tu auras passé le pas, ça va être instantané, on va venir me chercher moi. Sachant qu'en plus, c'est une femme et qu'il y aura sûrement d'autres problématiques. Donc non, ça me donne pas envie de rester à table avec ces gens. Il le dit de façon très polie et très feutrée, Franck, mais en fait, elle pète un câble, hein, la sœur. Elle est en mode, putain, tu fais chier là, à vouloir te caser, ça va me retomber sur le coin de la gueule. C'est vraiment comme ça que elle balance ses nerfs, son agacement face à la famille, quoi. Elle a pas du tout un langage poli et elle est fière d'être indépendante et seule. Elle a pas envie de subir cette forme de pression sociale, quoi. Jérémy? Moi, cette discussion est très drôle. Elle m'a rappelé de nombreuses discussions en famille avec mes sœurs à se batailler. Enfin voilà, Rami a vraiment l'air d'un adolescent et sa mère qui vraiment est aux petits soins avec lui. Qui dès que sa sœur dit quelque chose, ça se voit que Rami c'est le garçon, c'est son préféré. C'est le petit chou qu'il faut surtout pas brusquer. Et Rami, il se laisse faire vraiment. Il a l'air juste, il renchérit un petit peu pour embêter sa sœur, mais vraiment, on dirait vraiment un lapin qui va se faire renverser par un camion, quoi. Attention les phares. Mais cette scène est très très drôle et moi je suis persuadé, enfin je suis du côté de la sœur, c'est clairement quand sa sœur lui dit non mais tu fais ça juste parce que tu te sens seul, que c'est un moyen de combler ton vide affectif. Moi, je pense qu'elle a raison et que juste c'est même pas qu'il est désespéré, c'est qu'il a pas d'idée, qu'il s'ennuie et qu'il se dit allez, s'il faut que je me case, allez, vas-y, trouvez-moi quelqu'un et puis qu'on en finisse, quoi. J'aime bien l'aspect régressif que tu mets en lumière, Jérémy, que vous avez mis tous les deux en lumière, sur le fait que quand on est face aux parents, tu vois, tout de suite on devient petit garçon, machin, tu vois, parfois dans certaines situations et dans certaines conversations. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on voit Rami face à son père et à sa mère. Alors, vous avez toujours vécu dans le New Jersey? Non, tu es là pour elle, pas pour moi. Je suis juste son chaperon. Fais comme si j'étais pas là. Ok. Nour, tu viens de Jersey City? Oui, et elle y a grandi. Ma mère m'a dit que t'étais comptable? Ouais, ma mère m'a dit que t'étais dans une start-up, un truc comme ça. Trop de banalités. Parlez de choses personnelles. Alors pourquoi t'as choisi ce restaurant? Tu penses que j'aime bien manger égyptien parce que je suis égyptienne? Tu vois, je me suis dit que tu devais certainement manger de la bonne bouffe égyptienne faite maison, alors j'avais envie que tu y goûtes quand c'est mijoté par
les Russes qui s'activent en cuisine ici. On prend la direction du café Hayati. Chapitre suivant, du chaperon, tu te débarrasseras. Rendez-vous très gênant à cause du chaperon présent entre les deux qui s'assure que tout se passe bien. Rami lui pose une question, mais qui pose une question du coup au chaperon, qui lui répond que c'est à elle que tu dois parler, pas moi. Donc Rami pose une question à son date, et le chaperon lui rétorque non mais il lui répond à sa place, et il lui dit non mais pose une autre question. Ok, il va poser des questions un peu plus personnelles. Rami fait une petite blague sur la cuisine du restaurant et il se retrouve quasiment immédiatement interrompu par des potes à lui qui lui proposent d'aller en boîte. Rami essaye de leur dire qu'il les rejoindra peut-être plus tard pour les faire partir plus vite. Et le chaperon l'interrompt également. Il fait n'allez pas dans cette boîte. Un vendredi soir, faut aller dans ce bar très select et vous leur dites que vous venez de ma part. Et du coup, Rami se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Convainc subtilement le chaperon que tu devrais peut-être les accompagner, comme ça ils seront sûrs de pouvoir entrer. Le chaperon dit ouais, t'as raison, on va faire ça. Et juste avant de partir, il lui fait bon, ouais, par contre, tu te détends. Hein. Du coup, ça lance une vraie discussion un peu plus posée entre Rami et son date sur ce chaperon. C'est censé être un cousin de la famille du date qui, en fait, est pas du tout un cousin. C'est plutôt s'ils sont pas du tout de la même famille, c'est quelqu'un qui lui aurait rendu service à son père une fois et maintenant c'est son cousin. C'est une scène assez drôle. Et puis voilà. Je ris parce que ça me rappelle tellement de choses dans la communauté africaine. En effet, dès que même des amis de la famille, par exemple mes parents connaissent des amis depuis longtemps et tout, ils nous ont vu grandir et tout, c'est des tontons, c'est les oncles, c'est les tatas, c'est assez drôle à observer alors qu'il n'y a aucun lien sanguin, ce que vous voulez, il n'y a rien. Franck, là-dessus. Eh ben oui, c'est une scène assez drôle où rien ne va sur les hommes, les hommes présents, à part Rami, rien ne va. C'est-à-dire que déjà, il y a un chaperon. Bon, déjà, c'est une pratique étonnante. Le chaperon qui s'immisce, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout discret. Normalement, un chaperon, il doit être plutôt en retrait, à s'assurer qu'il ne se passe pas de choses, etc. Mais là, le chaperon mène la danse entre Rami et donc Nour, le date, où ils ont l'air de pas savoir quoi se dire. Les deux potes là qui arrivent, qui sont lourds, qui en peuvent plus, ils voient bien qu'ils sont en date, il leur explique qu'il est en date, il reste là en disant mais viens, on va en boîte, mais barrez-vous en fait. Vous voyez bien qu'il essaye de draguer une meuf. Là que j'ai un chaperon, en plus j'ai deux autres qui sont lourds. Voilà. Le chaperon qui du coup se dit en fait, pour une raison obscure, je vais vous aider à rentrer en boîte, dites que vous venez de ma part. Enfin voilà, et il part dans un truc. C'est tellement drôle en fait que le truc c'est, tu dis il va avoir un truc, ça va être un peu pesant. Et au final, rien ne va, tout le monde part en couille. Finalement, quand tous les garçons débiles sont partis, ils arrivent, et là, tout le monde se détend. Et Rami arrive à être plutôt drôle et plutôt un garçon charmant pour pouvoir draguer Nour. Donc du coup, là, ça reprend sur une scène un peu normale de ce que devrait être à peu près, dans l'idée, un date entre deux trentenaires. Voilà. Mais le début de la scène, c'est surréaliste ce qui se passe, quoi. Oui, parce qu'il n'arrive pas à s'effacer, le chaperon. En fait, il dit fais comme si j'étais pas là, puis finalement il répond, quoi. Incompréhensible. Jérémy ? Ouais, non, mais c'est ça, ce chaperon il est trop drôle avec sa chicha. Je crois qu'il filme une chicha en plus, vraiment juste au milieu d'eux. Il est là, il mène la danse. Il envoie la fumée dans la gueule de Rami. C'est vrai. Vraiment tout pour ne pas le détendre et vraiment tout faire pour le saborder, alors que même pas. Il essaye vraiment de l'aider. Tu sens que il veut que ça marche bien, mais il se rend pas compte qu'il les gêne, quoi, plus qu'autre chose. Et ouais, non, c'est un éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'il il veut être discret. C'est un éléphant qui veut se faire souris, quoi. C'est-à-dire qu'il veut être discret. Il dit non, je suis pas là. Faites comme si j'étais pas là. Mais dès qu'il y a une réflexion, dès qu'il y a un truc, le mec il fait une réponse lunaire sur tout, quoi. Non, mais lui dis pas ça. Pose plutôt cette question-là. Alors c'est mon date, je fais ce que je veux. Non, mais moi je sais. En fait, juste, je voulais vous dire que ça m'a rappelé une scène qu'on avait pu voir dans une autre série, disponible elle aussi sur Netflix, dans la série Never Have I Ever, Mes premières fois en français, quand il y a la préparation d'un futur mariage arrangé qui implique la très belle Kamala. Là, on est dans la communauté indienne, mais il y a vraiment pas mal de similitudes, donc je vous recommande chaudement aussi cette fiction qui s'appelle Mes premières fois, où on entend en voix off un certain John McEnroe. Le vrai. C'est très drôle, c'est très touchant. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez passer par toutes les émotions. C'est une très belle série. Chapitre suivant.
Dans les rues de Jersey, tu te baladeras et une glace, tu mangeras. Discussion entre Noor et Rami qui parle de décret d'immigration, le Muslim Ban. C'est un décret anti-musulman lancé par l'administration Trump lors de son premier mandat. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, Non, ça a été mis c'est bien ça. en place par Trump en 2017. Ça suspendait l'entrée sans considération pour les visas déjà accordés des citoyens de l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen pendant 90 jours et la Syrie pour une période indéfinie. Muslim Ban qui a été étendu sous son deuxième mandat, dans lequel il a rajouté de nombreux pays, notamment d'Afrique centrale, de l'Ouest, et j'en passe. Ouais, c'est une loi profondément raciste, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Rami, lui, ne voyait pas ce jour d'annonce du Muslim Ban comme un jour terrible. Pour nous aussi, c'était une bonne journée car un membre de sa famille, un oncle, encore un, qui vit en Libye et qui devait venir aux États-Unis et occuper la chambre de Noor, où était placardée une affiche d'NSYNC d'ailleurs, n'est finalement jamais venu. Suite de la discussion concernant les relations sexuelles et la leçon reçue de la part de Noor venant de son père, les filles, pour vous, jamais de garçons, et pour les garçons, jamais de garçons. En bon père arabe à l'ancienne qu'il est. Rami ironise sur l'efficacité du discours du père de Noor et continuité de la scène où, tout en marchant, Rami souligne que la soirée est sympa. Quand tu sais que c'était tout sauf spontané à la base, ça se passe bien, tant mieux. Noor veut revoir Rami. Il se rapproche de la voiture de Noor sur le point de repartir, mais cette dernière est étonnée en mode « Tu m'embrasses pas avant de partir, mec ?» Rami était pas sûr qu'elle avait envie et qu'elle pouvait le faire vu qu'elle est sans chaperon. Là déjà, est-ce que vous avez une chose à dire les amis, avant que je continue ? Déjà, sur la partie sur le Muslim Ban, je trouvais ça cool qu'ils en parlent. De toute façon, déjà, une série avec un protagoniste américain et musulman et pratiquant, forcément, rien que la série en elle-même est politique. Mais je trouve que la discussion est aussi importante parce que ça montre toute l'ambiguïté et les contradictions qu'ils peuvent vivre quand, du jour au lendemain, une loi peut bouleverser ta vie et en même temps n'avoir aucune incidence directe sur toi, personnellement. En tout cas, pour l'instant. Et ils ont vraiment cette dissonance. J'aime beaucoup cette discussion parce que ils ont vraiment une dissonance entre le monde autour d'eux est complètement fucked up. Certaines personnes de leur famille peuvent être touchées par ça, mais eux, ils peuvent vivre quand même une bonne journée. Et du coup, il faut ils ont envie d'être heureux et en même temps, ils le peuvent pas socialement et le monde leur empêche de le faire, quoi. Pour compléter ce que disait Jérémy, effectivement, aussi, j'aime bien cette dissonance entre le fait qu'il y a une loi qui est terrible pour le monde entier et eux, ils peuvent se réjouir parce que Rami a trouvé une carte de métro avec $120 dessus. Et effectivement, ça pose la question indirectement de qu'est-ce qui se passe en fait pour les personnes quand il y a des choses qui sont terribles qui se passent dans le monde et qui est du coup toujours malheureusement d'actualité par rapport à la vie quotidienne des personnes et là encore plus des personnes qui sont littéralement impactées par ça parce que c'est le Muslim Ban et ils sont musulmans mais concrètement dans leur quotidien ça va rien impacter, ou pas grand chose et à la rigueur pour elles c'est même plutôt un truc sympa parce que sur ce qu'elle a vu directement sans penser aux conséquences qu'en fait le gars est quand même resté en Syrie, c'est-à-dire que du coup il devait être quand même dans un pays en guerre. Voilà. C'était en Libye. En Libye, En Libye. Ça restait un autre pays en guerre. Et du coup elle peut garder sa chambre et elle a pas. Elle peut garder sa chambre. Là pour le coup ça peut faire rire mais un peu jeune quoi. Oui. Donc effectivement si on avait des doutes jusque là, cette série est terriblement politique. Oh oui, et c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai pas envie de lire ce titre-là, je peux pas. Il faut assumer. Chapitre suivant. Avec tes doigts, du plaisir, tu prendras. Oh non. Pardon. Bon, ça se chauffe grave dans la voiture entre Noor et Rami. Ils sont tous les deux sur la banquette arrière de la bagnole. Noor prend la main de Rami pour la passer sous son pull et met la main sur le paquet de Rami, elle, de son côté. Elle demande à Rami s'il a une capote, et puis Rami, qui en a une, a quand même prévu le coup, lui. Il en a une, mais il ne savait pas s'il pouvait aller plus loin avec elle, vu qu'ils ne sont pas mariés. Noor hallucine que Rami soit aussi procédurier et lui propose même un contact d'imam pour un mariage temporaire. Si tu veux, Rami ne veut pas gruger Dieu et demande à Noor de ralentir, mais elle monte sur lui pour que ce soit à nouveau très chaud entre eux. Gros roulage de pelle, puis une demande un peu étonnante de Noor à Rami, je cite, c'est un verbatim. «
étrangle-moi pendant que je me fais du bien avec mes doigts. Rami hallucine un peu, il le fait, et même avec les 2 mains, Nour lui demande de le faire bien fort, elle prend son pied, mais Rami, trop mal à l'aise, n'a plus envie de faire ça, c'est pas son truc, et lui dit tout simplement stop. Nour le traite de gros naze et coince Rami en mode parce que toi tu couches jamais le premier soir peut-être. Au lieu de la voir comme une femme tout court, il l'a surtout vue comme une femme musulmane. Pour elle, Rami l'a enfermée dans une boîte. Soit je suis une femme, soit je suis la mère de tes gosses. J'ai pas le droit de jouir ou quoi moi ? Pauvre mec. Et Nour se casse et démarre en trombe. Beaucoup de choses à dire, je parie là-dessus. Franck ? Alors oui, mais cette scène est gênante. C'est extrêmement gênant. Déjà, rien qu'à raconter, évidemment, c'est moi qui me l'a farci. Hein. Ah bah oui, mais non, mais tu as un rôle, c'est toi qui parles des scènes gênantes et des scènes de cul. Voilà. Je t'en ai piqué une juste pour... Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça s'arrête quand ? Mais tu fais des podcasts pour faire ça, Junior. Avoue-le. On le sait maintenant que tu fais des podcasts uniquement pour pouvoir parler de scènes de cul en toute impunité. Mais bien sûr. Bah, ça montre encore une dissonance, mais comme dans tout cet épisode, on passe du début, enfin plus ou moins début de cette scène, en tout cas de leur rencontre, où ils ont un chaperon, à la fin de la scène où elle lui demande de l'étrangler pendant qu'elle se met les doigts, quoi. On fait des bonds extraordinaires, cette série. Et encore une fois, après, ça pose la question de ce que veut faire Rami, et en même temps, là, elle y va quand même fort dès le début. Donc voilà, donc ça le laisse, lui, encore perplexe dans ses questionnements. On ne le sait pas, mais on verra qu'est-ce qui peut se passer dans les épisodes suivants, mais là, on ne le sait pas encore. Mais... Jérémy ? Moi, je crois mon moment préféré dans cette scène, c'est quand même... avant qu'elle lui propose de l'étrangler, c'est quand ils vont être sur le point de coucher ensemble. Elle comprend que Rami préférait attendre qu'il se marie, et du coup elle lui explique que elle a une amie qui peut les marier de façon express, de façon temporaire par téléphone, et juste ces quelques répliques m'ont fait hurler de rire. Le côté, le fait que possiblement il y aurait des loopholes pour pouvoir coucher avec quelqu'un. Ça me fait penser un peu à d'autres séries que j'ai vues, ou peut-être dans Glee, je crois, ou je sais même plus, où par derrière c'était un loophole pour si tu couchais et que ça allait pour garder sa virginité. C'est toujours assez drôle que dans des religions il y ait des sortes de moyens pour passer outre, pour pouvoir quand même coucher avec quelqu'un. Je trouve ça toujours assez drôle, et que ça se fasse au téléphone. Bon, c'est bon, vous êtes mariés maintenant. Voilà, mais vous avez 2 heures. C'est un mariage qui dure 2 heures. Dépêchez-vous. C'est clair. Au bout de 2 heures, le mariage s'annule et vous ne serez plus mariés. Donc, du coup, vous n'aurez plus le droit de coucher. Et au final, la scène se termine, comme on disait, quoi. Il y a un malaise chez Rami. On n'arrive pas à savoir, à déterminer si vraiment juste, est-ce qu'il voit vraiment les autres femmes musulmanes comme juste des épouses à marier, la future mère de ses enfants, et que c'est pour ça qu'il a ce blocage. Est-ce que vraiment il était honnête dans sa démarche de vouloir se marier, et que du coup il voudrait faire les choses bien, correctement, halal en fait, il voudrait faire les choses de façon halal, et que ça tourne pas du tout dans la manière dont il l'avait envisagé. La série donne pas de réponse, et tant mieux, parce que ça permet de jouer sur les 2 tableaux. Hey. No, stop. What? I don't want to do this. No, what? Why? I'm not into choking. I don't want to choke you. God, you're so full of shit. What? It's not choking, that's the problem. Look, it's just our first date, and I feel like maybe this is happening. Wait, you don't hook up on the first date? Yeah, that's what I thought. Look, this is like just throwing me for a loop a little bit. I didn't think that a girl like you was gonna want to a girl like me? Look, we had this really nice night, and you felt weirded out by the idea of kissing me. I get it if you don't want to have sex, but I'm in this little Muslim box in your head, and I'm the wife or the mother of your kids, right? I'm not supposed to come. Okay, I'll choke you. God, just get out of my car. No, Chapitre suivant. À pied, tu rentreras chez toi, et avant de te coucher, tu te confieras. Et oui, donc du coup, on retrouve Rami, donc tout penaud, là, qui déambule dans les rues. Il se trouve qu'il va retrouver le vieil homme, donc comment on a dit qu'il s'appelait Hadji, du début, qui lui avait fortement indiqué de bien frotter entre ses orteils. Et donc il est devant une sorte de sandwicherie. Et là, Rami va se confier sur un quasi-monologue en fait, avec lui, où il dit qu'il est paumé, qu'il croit en Dieu,
qu'il y a des signes, parce que une fois il s'est branlé sur une photo Facebook d'une fille, et juste après elle a appelé. Quelle anecdote improbable. Et profonde. C'est ça, il veut être un bon musulman, mais il veut faire les choses dans l'ordre, de pas coucher avant le mariage. Ouais, donc là, en fait, c'est un peu la synthèse de toutes les questions qu'on a pu voir qui pouvaient se poser pendant l'épisode. Et ça va se terminer sur... en fait, on se rend compte que Hadji, c'est lui le gérant de la sandwicherie derrière, et il y a des clientes qui arrivent, et il lui dit, en fait, tu te branles trop souvent, c'est pas bien, et lève-toi bien entre les orteils. Et il le laisse comme ça, seul dans la rue. C'est vraiment la dernière réplique de l'épisode. Vous vous rendez compte quand même la dernière trace qui est laissée, la dernière impression qui est laissée sur le premier jet d'une œuvre, c'est ça. C'est son seul commentaire en plus. Pardon pour le champ lexical, je l'ai vraiment pas fait exprès. Je tiens à préciser. Oui, mais c'était à propos. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, et il y a toujours ce questionnement, suis-je un mauvais musulman parce que je ne suis pas les règles, en fait, à travers tout ce quasi-monologue de Rami. Jérémy, très vite là-dessus. Moi j'ai adoré ce monologue, la chute aussi. Pour la première fois, on rentre vraiment dans les questionnements de Rami, de ce qu'il pense, de ses doutes. Il croit en Dieu, il a l'air d'avoir la foi en fait dans sa religion, dans ses croyances. Mais ouais, il respecte pas toutes les règles, mais il a quand même l'impression d'être quelqu'un de bien. En tout cas, il y travaille. Et en même temps, il peut pas s'empêcher de trouver certaines règles absurdes comme se laver à travers les orteils, quoi. Donc c'est pas évident parfois d'être un trentenaire, de vivre dans une société moderne et en même temps de suivre une religion avec beaucoup de principes, et je trouve qu'il incarne très bien tous ces questionnements et toutes ces contradictions. Franck? Oui, là ça montre effectivement que c'est la somme un petit peu, comme je disais, de toutes les réflexions qu'il y avait, de toutes les scènes qu'on a vues, et là il verbalise en fait effectivement qu'il se pose ces questions-là. Et comme on l'a dit au début, c'est clairement le thème de la série, en tout cas de ce que j'en ai compris. Moi j'ai vu que le premier épisode, mais ce qui est annoncé sur la série, c'est vraiment le thème de se poser la question entre être un musulman pratiquant et concilier ça avec une vie de trentenaire new-yorkais à notre époque. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec des règles d'une certaine communauté, d'une certaine religion, et la société actuelle qui a plutôt tendance à dire un peu tout l'inverse de ce que peuvent dire les communautés ou la religion. Quels sont les choix que tu fais? Où est-ce que tu mets ton curseur sur ce qui est acceptable pour toi, entre te laver les chaussettes ou laver entre tes orteils, coucher sans vouloir qu'il y ait d'avortement après, vouloir une femme et en même temps sans être sûr de ce qu'on a envie, voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qui transparaissent à travers ça, et c'est des questions qui effectivement sont intéressantes, et comme on l'a dit, c'est extrêmement politique et d'actualité, et je trouve que c'est assez fort en plus de laisser ça en parlant de la religion musulmane. C'est pas souvent qu'on parle de la religion musulmane, et en plus avec un côté positif. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on parle de cette série, parce que voilà, c'est pas courant qu'aux États-Unis, on a un personnage de confession musulmane à la tête d'une série, qu'il ait vraiment toute sa place, qu'il soit pas juste un sidekick, un second, troisième rôle au fond vous savez, qu'il soit un serviteur ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait du bien d'avoir un personnage avec une place centrale. Et ce que j'aime beaucoup dans cette toute dernière scène, c'est qu'on a une forme d'introspection en fait. Il me dit j'en ai marre de me sentir jugé par les autres, alors que moi-même je juge tout le monde. Ces jugements-là, je les fais subir aussi aux autres. Alors que chaque jour, je travaille à être une meilleure personne. Et j'ai trouvé ça super, ce côté finalement introspectif qu'on a en fin de pilote, qui est vraiment, je trouve, fondamental pour nous donner envie aussi éventuellement de voir la suite. Voilà, c'est ainsi que s'achève le pilote de Rami. Avant de vous donner nos notes sur le pilote, quelques petites infos très rapides, on va pas faire long sur Rami, et bien sûr on vous donnera notre note sur 10 et ce qu'on a pensé, si on a envie de continuer ou pas, juste après un dernier extrait. And yeah, I have sex even though I'm not married, and I'm probably gonna try mushrooms one day. So what? That means I'm not a good Muslim? Like I can't do it because I don't follow all the rules and the fucking judgments that are always just being put on us. And then
I do the same thing. I put the same fucking judgments on everyone around me. I'm just like trying to be good. You really think God cares if I wash between my toes? You jerk off too much. It's no good. No good at all. And wash between your toes. Pour info, les amis, Franck, Jérémy, je ne sais pas si vous le savez, mais Rami a été récompensé. En tout cas, à travers un trophée remis à son acteur principal. Rami Youssef a remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique à la cérémonie des Golden Globes. C'était en 2020. Est-ce que vous savez qui étaient les acteurs qui étaient en face dans cette catégorie? Je ne sais même plus ce qu'il y avait comme série en 2020. Il y avait, je vous aide, Barry, Living with Yourself, La méthode Kominsky et The Politician. Ok. Donc Barry, c'était Bill Hader. Paul Rudd, qui jouait dans Living with Yourself. Ben Platt, qui jouait dans The Politician. Et surtout un certain Michael Douglas dans La méthode Kominsky. Voilà. Pas mal. Oui, Franck? Oui, moi j'aurais juste rajouté quelque chose rapide sur la production de la série, parce que, si je dis pas de bêtises, elle a été produite par A24, pas que, mais en partie par A24. A24, si vous ne connaissez pas, c'est principalement connu plutôt pour des films, mais notamment Moonlight, donc du coup qui a obtenu un Oscar en 2016, je crois, avec des films comme Hérédité, Midsommar, The Uncut Gems, donc avec une certaine branche du cinéma en fait, justement qui peut être des fois dérangeante, ou qui va aller aussi sur du film communautariste. Donc voilà. Comme par exemple Parti Supreme, qui se déroule à New York aussi, près de la communauté juive. Voilà, tout à fait. C'est aussi à 24, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, ils grossissent de plus en plus en ayant des films de plus en plus gros. Ils ont produit aussi Euphoria, qui revient avec une 3e saison assez commentée actuellement. Qu'on commentera ici, voilà. Ou pas. Effectivement, en sachant que c'est A24 qui est derrière, tout ce qu'on vient de dire sur la partie politisée de cette série n'est pas très étonnant. En effet. Et vu que tu parles de production, le pilote est réalisé par Harry Bradbeer, qui est le réalisateur de Fleabag, de toute la série Fleabag. Et on le sent un peu dans le rythme, dans les plans choisis. Il y en a certains que j'ai trouvé très jolis. On retrouve un peu sa patte et la patte qu'on pouvait voir dans Fleabag dans ce pilote. Je sais qu'il n'a pas réalisé les autres épisodes, donc je ne sais pas si on retrouve un peu ce même style après, mais en tout cas, ce pilote est très joli. En effet, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans la drôlerie, c'est vrai qu'il y a une bonne dose de Fleabag, en effet, à l'écran. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, entre les orteils, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci. Alors, il se trouve que juste avant l'émission, on n'a pas convenu d'ailleurs de qui aura le coefficient 3. Je crois que j'avais donné à Jérémy la dernière fois. Donc, je vais le donner à Franck pour changer. Donc, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci. Bien sûr, comme d'habitude, les forces et les faiblesses du pilote. Je rappelle l'échelle de notation, 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable et 0 inadmissible. Je fais ça depuis 5 ans à force, je les ai en tête. Donc Franck, je t'écoute pour la note de ce pilote. Alors, c'est toujours compliqué de mettre une note à un pilote. Donc j'essaie toujours de me baser sur, est-ce que dans le pilote, on a les fondamentaux de la série ou pas, et est-ce que ça nous donne envie de suivre ou pas la série. Alors, pour la petite histoire, on en a rapidement, alors vraiment très rapidement abordé en un mot ce qu'on en avait pensé avant l'enregistrement, et je pense que pendant l'enregistrement, mon avis a un peu changé, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Encore ? Mais en bien. J'ai l'impression que ça arrive à tous les épisodes. Oui, en fait, je pense que du coup, parce que je profite de l'épisode quand je le regarde, en discutant à chaque fois avec vous, ça permet de plus analyser et de comprendre ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et donc, qu'est-ce qui m'a plu en fait dans cette série ? Effectivement, au départ, c'est le côté politique. Enfin, quand tu nous l'as présenté, comme on l'a dit tout à l'heure, moi je connaissais absolument pas. Puis ça m'a intéressé en fait, parce que j'avais aucune obligation. Tu m'as pas forcé à faire cette série.
Ah non, commence pas à lancer des rumeurs. Non, bah non, justement, je tiens à dire que tu m'as pas forcé. Tu m'as proposé et j'ai dit, bah ok, ça m'intéresse, même si j'ai pas vu. Et au contraire, parce que du coup, on parle de ça. Et sur le moment, en fait, quand j'ai regardé la série, je pense que ce qui m'a le plus marqué, et c'est pour ça que j'avais un avis un peu mitigé, c'est la mélancolie de la série. Et notamment la mélancolie du personnage principal qui se pose tout un tas de questions. Et donc c'est ça qui m'a le plus frappé sur cette série. Parce que voilà, c'est une sorte de comédie dramatique et, voilà, et mélancolique. Et c'est plus ça qui m'a pas forcément donné cette envie de continuer. Alors de toute façon maintenant elle a disparu parce qu'elle était disponible sur Arte jusqu'au 30 mars, mais plus maintenant, donc je sais pas où est-ce que je peux la retrouver. Sur Canal VOD. Oui, mais voilà, bah, du coup moi je ne peux pas pour l'instant. Voilà, et en fait en échangeant, en discutant avec vous, il y a toute cette partie comique qui pour moi sur le moment avait été un peu cachée par la mélancolie du truc. C'est-à-dire la mélancolie du personnage principal. C'est pas un personnage rigolo, Rami. C'est un personnage torturé, il se pose des questions, il se demande ce qu'il doit faire dans sa vie. Mais par contre, les situations qu'il vit, elles sont super drôles. Et on l'a vu tout au long de ce pilote. Tout est drôle, il y a des choses qui sont improbables complètement sur les gens qu'il rencontre. Soit ceux qui lui lavent les pieds sans lui demander son avis. Le chaperon qui est au-delà de tout. Enfin voilà. Donc voilà, donc pour tout ça et pour pas faire un résumé qui dure 6 heures, du coup je mettrais un 7. Ok, un bon pilote. Un bon pilote parce que au final ça pose les bases de qui est Rami, de ce qu'il va avoir politiquement dans cette série. On rencontre Rami, alors après on sait pas qui va revenir, etc. Alors on se doute que les parents devraient revenir, la mère aussi. Après au niveau des potes et des femmes qu'il rencontre, on sait pas, parce que voilà, ça on n'en sait rien. Mais du coup je crois que c'est plutôt un bon pilote. Et si vous avez l'occasion et que vous avez donc du coup Canal VOD, je vous incite à aller voir ce pilote pour vous faire votre propre avis. Ou le cousin américain, hein, on n'aime pas prôner des solutions illégales ici, mais malheureusement parfois c'est le jeu malheureusement désagréable des plateformes, c'est que c'est sur une période, pendant un temps donné sur une plateforme, puis une autre, c'est fatigant. C'était sur France.tv d'abord, puis Arte, puis ça a disparu malheureusement. Donc voilà, il y a Canal VOD en effet pour des solutions légales, sinon le fameux cousin américain que nous avons tous en commun sur la même branche, bien sûr. Donc il nous a tous rendu service à un moment et maintenant il fait partie de la famille. C'est ça. Voilà. 7, je retiens 7, coefficient 3 pour Franck. Jérémy, ta note sur ce pilote? Moi je vais mettre un 8. Parce que j'ai beaucoup aimé ce pilote. Pour préparer l'émission, je l'ai vu 2-3 fois et à chaque fois, les blagues m'ont fait rire. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Rami, sa mélancolie et aussi tous ses questionnements. Je trouve que ce premier épisode, il présente très bien les personnages, les enjeux. On part sur un récit initiatique de Rami avec le vieux Hadji qui est son Ben Kenobi musulman. Ça marche super bien. Enfin voilà, ce premier épisode est drôle, il est bien rythmé. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de regarder la suite, mais je pense que j'irai contacter mon tonton américain pour pouvoir le retrouver rapidement et regarder. Je crois, en plus, c'est pas hyper long parce que c'est 3 épisodes, c'est 10 épisodes sur 3 saisons. Mmh. Pour moi, c'est vraiment cette nouvelle génération de sitcoms qui sortent depuis déjà 6 ans, hein, c'est pas nouveau, mais qu'on loupe parce qu'elles sont pas assez diffusées en France, mises en avant, et on loupe énormément de pépites. On est aujourd'hui à se plaindre qu'il n'y a plus de sitcoms pour vingtenaires, trentenaires, comme il pouvait y avoir avec Friends, ou avec How I Met Your Mother. Elles existent. Le problème, c'est que maintenant, elles sont plutôt limitées sur seulement 10 épisodes. Les saisons sont beaucoup plus espacées dans leur temps de production. Et nous, en France, on en loupe beaucoup parce que soit elles sont mêlées dans la masse des plateformes, soit elles sont diffusées comme ça sur Arte ou vite fait sans qu'on le voit pas. Donc franchement, si vous avez envie de rire, de passer des moments courts sur 30 minutes, comme n'importe quelle bonne sitcom, franchement, jetez-vous sur Rami et 8, moi ça me paraît très bien. Très bien. 8 pour Jérémy, coefficient 2, j'ai le même coefficient. Je note entre vous deux. Voilà, j'hésitais. En fait, vos notes ont confirmé la mienne. 7,5. Ouais, entre un bon pilote et un excellent pilote, j'ai passé un agréable moment. Ça n'a jamais été une corvée de préparer l'émission, donc entre bon et très bon. Ce qui me frappe aussi, c'est que
je peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Au moment où je l'ai vu, je m'étais rendu au Festival international des séries et j'ai vu la masterclass de Jean-Pascal Zadi. Vous allez dire, il part où, Junior, c'est quoi le rapport? J'y viens. C'est juste que Jean-Pascal Zadi, lui, on n'aime pas le personnage, on aime ce qu'il a fait ou pas, avec Tout simplement Noir, notamment, hein, ce film qui lui a valu un César. Il fait de l'humour, c'est jamais gratuit, il y a toujours un fond politique pour nous mettre face à notre propre connerie, nos propres contradictions, notre propre paradoxe, notre incohérence des fois. Et Rami fait la même chose. Et c'est pas un humour qui est gratuit, chaque blague est pensée, réfléchie, sous-pesée pour nous mettre suffisamment dans l'embarras ou nous placer dans un sentiment mélangé entre le rire et le mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est très chelou parce que ça nous amène aussi à réfléchir, à nous poser des questions et ça, j'aime beaucoup cet humour conscient entre guillemets, cet humour politique. Ça c'est vraiment plaisant à regarder. Donc je mets un bon 7,5, c'est pas non plus excellentissime, je pense qu'on a vu des pilotes bien meilleurs en termes d'intensité, de drôlerie, de tout, mais c'est suffisamment bien construit pour que vous passiez un bon moment. En 24 minutes chrono, ça passe très vite. Donc vraiment, je vais dans le sens de Jérémy, allez-y, allez jeter un œil à cette série. Je tiens à rappeler que les 3 saisons de Rami sont à voir ou à revoir donc sur la plateforme Canal VOD. La note globale, 7,42 les amis. C'est à peu près au même niveau que Fleabag, pour la petite histoire. Donc ça se place plutôt bien dans la moyenne haute des notes qu'on a pu poser ici. Voilà, 7,42 donc pour Rami. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi Franck d'être venu dans cette émission. Merci. Eh ben, merci à vous deux encore pour cet excellent partage. Un grand merci à toi également Jérémy pour ta participation à ce nouvel épisode. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous deux. Vous pouvez retrouver l'épisode d'un PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire grandir cette émission. On est présent sur Instagram, la saison des séries. Un grand merci à vous, amis auditrices et auditeurs, fidèles de PPP. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!